Est-ce que c'est de la timidité ou c'est de la peur de paraître pas assez? Quand on est sincère avec ses clients qui sont salariés, il y a quelque chose qui se crée. Tu penses être le boss, tu l'es pas. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur RenaCast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Combien de fois vous êtes-vous dit qu'il fallait être parfait pour réussir? Avoir un CV parfait, le site parfait, le discours parfait. Cette quête de la perfection, c'est souvent une cage dorée. On a un bon poste, une belle carrière, la reconnaissance de ses pairs, mais en fait, à l'intérieur, quelque chose sonne cru. On porte un masque, celui de la performance. Lucie Lebaz, mon invitée du jour, a vécu cette vie. Elle a alors décidé de faire de sa plus grande vulnérabilité sa plus grande force. Bonjour Lucie et bienvenue dans ton épisode de RenaCast. Bonjour Nicolas. Je suis hyper heureux de t'avoir avec moi. Je te l'ai dit juste avant de lancer l'enregistrement. J'ai adoré ton livre. On va en parler tout du long. On va parler de ta vie, évidemment, comment tu en es arrivé à écrire un livre aussi intéressant à lire, à éplucher, à rééplucher. Je te l'ai dit, ton livre, il est tout corne, il est tout abîmé. Je l'adore. C'est franchement excellent, hyper accessible, des conseils actionnables quasi au moment où tu le lis. Donc moi, j'ai adoré. Et c'est pour ça que je t'ai contacté en me disant « Lucie, faut que tu viennes sur RenaCast, faut que tu viennes inspirer les autres qui n'ont pas eu encore la chance d'acheter ton livre. » Et tu m'expliques comment tu as fait pour sortir un livre aussi, mon livre de chevet pour l'instant, donc quand même, il y en a qu'un, tu vois, il y en a pas beaucoup, j'ai pas de place sur ma table de chevet, mais j'ai ton livre et tous les jours, je regarde un petit coup et ça m'inspire. Alors, moi, je te connais du coup parce que j'ai fait énormément de recherches sur toi, bien trop, je te le disais, du coup, je suis perdu, tu as tellement de choses à dire que je ne savais plus par quel bout commencer. Alors, ce que je te propose, si tu le souhaites, c'est de te présenter à nos auditeurs. Bien sûr, merci pour l'invitation, merci pour ton enthousiasme face au livre. Moi je m'appelle Lucie Lebaz, je suis donc auteure de J'ai perdu mes gilets qui est sorti donc en février 2025 aux éditions Duno et qui s'adresse aux entrepreneurs ou en tout cas toute personne qui entreprend un projet et qui n'ose pas se mettre en avant. Donc, on parle évidemment des blocages que j'essaie vraiment de débouter dans le livre au travers d'une voix qui s'appelle Gérard, cette voix intérieure qui te garde dans ta zone de confort et ne te valorise pas. Et puis derrière, après avoir débloqué certains de ces blocages, on parle évidemment de stratégie, de créativité. On parle de culot, on parle de business, on parle de comment prendre sa place. Voilà. Donc, une fois qu'on a parlé de l'état d'esprit, du mindset, de ce qui se passe dans notre tête, comment on ancre ça dans la matière et par où on commence. Pour moi, c'était important de travailler sur un livre utile, un livre qui ne soit pas uniquement du dev perso, mais qui soit vraiment un outil stratégique, pédagogique, puisque j'enseigne, je fais de l'enseignement, je fais de la création de marques depuis une vingtaine d'années et je fais de l'accompagnement depuis 5 ans. Donc pour moi, c'était un carrefour de toutes ces disciplines et qui puisse aider un maximum de personnes, d'entrepreneurs, d'indépendants, de dirigeants à se mettre en avant de manière authentique. Puisque je vois que c'est un phénomène depuis que j'ai commencé pas l'entrepreneuriat, mais aussi depuis l'entrepreneuriat, mais surtout l'accompagnement, j'observe vraiment qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui savent se mettre en avant, mais beaucoup, beaucoup d'autres qui ne savent pas, qui n'osent pas, et qui ne savent même pas par où commencer tellement ils sont en fait envahis par des pensées intrusives et sclérosantes. Et pour moi, c'était important de parler à ces personnes parce qu'on voit toujours les mêmes partout et qu'il y en a d'autres en fait. Il y a d'autres personnes
qu'on aimerait découvrir. Il y a des talents invisibles, ce que j'appelle des inconnus preneurs. D'ailleurs, sur la couverture de livre, il y a marqué comment passer d'inconnu preneur à créateur d'opportunités. C'est vraiment la mission du livre. Voilà. C'est fou, c'est exactement ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Je t'avoue qu'avant, je ne te connaissais pas et j'en suis navré parce que tu mérites d'être connu et on va le voir dans l'épisode que tu l'es à ton niveau et tu es hyper inspirant. Et du coup, en faisant mes recherches, bah, je suis tombé sur ton livre qui me donne plein de choses et je suis allé plus loin. Je me suis dit, mais comment on arrive à écrire ce livre? Alors du coup, je suis allé chercher à travers toi, à travers ta vie, comment tu en es arrivé à poser tous ces mots, et parce qu'en fait, ça sent le vécu, clairement. C'est pas un livre d'un philosophe qui était assis dans son canapé et puis qui a réfléchi le monde et qui s'est dit: «Bah, c'est comme ça qu'on devient un créateur d'opportunités» et toi, on voit que c'est quelque chose qui vient de loin. Alors du coup, moi, je me pose la question et j'ai pas forcément trouvé toutes les réponses, donc du coup, je vais te les poser. Comment, avant de devenir, une figure de l'entrepreneuriat, parce qu'on va le voir, tu as été nommé il y a pas si longtemps dans un magazine hyper renommé et ça, c'est exceptionnel. Comment tu avais une carrière avant, heu, dans cette carrière, comment, tu as évolué? Parce que je reprends dans ton livre, parce que tu cites souvent des passages de ta vie dans le livre, tu te sentais, inapte, parfois idiote, en décalage avec ton environnement professionnel. OK, super, mais de mon point de vue, tu avais un poste de rêve. De l'extérieur, c'était, celui que tout le monde cherche. Pourquoi? Comment tu as découvert ce décalage et comment tu l'as ressenti? Alors, moi, je me sentais surtout inapte et en décalage avec le salariat. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai exercé en tant que directrice artistique dans des très, très belles agences à Londres et à Paris, spécialisées en branding. Donc c'était ma formation et c'était génial et ça venait vraiment flatter mon ego de junior, en fait, que d'être embauchée et choisie. En fait, j'avais le sentiment d'être choisie, par ces entreprises, d'être reconnue, pour, mon talent, enfin, toutes les histoires qu'on se raconte quand on sort de l'école, on se dit: «Ah bah, génial, en fait, je suis un pur potentiel» et en fait, ces entreprises, ce sont quand même des grosses machines, où il faut produire. Moi, j'ai exercé à Londres et à Paris. À Londres, j'ai pas ressenti tant de décalage que ça. Je trouvais que c'était pas si simple, le salariat, mais je trouvais quand même que la manière dont on travaillait avec les créatifs, en fait, il y avait une façon de faire qui était plus juste. En tout cas, qui était alignée avec ce que je recherchais. Quand je suis rentrée à Paris, ça a été un management très vertical, beaucoup, beaucoup de politique interne. Parfois, j'observais beaucoup d'injustices et j'avais une charge de travail qui était énorme par rapport au nombre d'heures qu'il y a dans une journée, par rapport au temps de récup dont un être humain a besoin et surtout par rapport à mon fonctionnement qui avait vraiment besoin de beaucoup plus de flexibilité. Mais ça, je l'ai compris plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, quand je disais que j'étais inapte, c'est que je me connaissais pas réellement. On parle d'une Lucie Lebaz avec 15 ans de moins. Et 15 ans de moins, fin de vingtaine, début de trentaine, on n'a pas forcément fait ce travail-là. Il y a 15 ans, on parlait pas autant de dev perso, on parlait pas autant de coaching, de thérapie, de connaissance de soi. Toutes ces notions, elles sont devenues très allemandes ces dernières années. Mais il y a 15 ans, on n'en parlait pas. Donc, si on se sentait en décalage, tout de suite, on culpabilisait. On disait, en fait, je suis inassociable. Non, en fait, tu as juste peut-être besoin d'un peu de temps isolé. Et peut-être que l'isolement, ça te fait du bien parce que tu as un TDAH et tu le sais pas. Que, tu as des 10 et que parfois, tu oublies des choses et du coup, tu te sens bête. C'est pour ça que je parlais d'idiotie. En fait, je me jugeais hyper durement, mais parce que je me connaissais pas. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu presque pas des mots à la mode, mais on en parle de manière tellement décomplexée
Et maintenant, le monde du travail aujourd'hui s'est réadapté, en tout cas, je pense, il me semble, beaucoup. Hein. On parle de RSE, on parle de qualité de vie au travail, tous ces mots-là, ils existent. On n'en parlait pas il y a 15 ans. Hein. Enfin, je veux dire, au bac en 2002, en 2010, c'était, voilà, partir à 18h pour aller chez le médecin, on te faisait une réflexion du style, t'as pris ta demi-journée ou enfin, ce type de choses un petit peu toxiques. Et ben, quand vous restez dans cet environnement-là, au bout d'un moment, ben, votre corps, il lâche. Et puis votre tête, elle lâche aussi. Donc vous faites des erreurs. Vous faites des erreurs au travail, des erreurs professionnelles, des oublis, des pertes de fichiers. Moi, j'ai fait ce type d'erreur. Vraiment. Donc à la fin, tu te dis, mais je suis incompétente. C'est pas possible. Sauf que quand on travaille 11 heures par jour, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être tout le temps au top à 100%. Il y a besoin d'un repos, il y a besoin d'une compréhension aussi. Et puis en même temps, tes managers, bah, ils sont adorables, mais en même temps, ils ont des objectifs. Donc, ils peuvent pas être tout le temps dans la compréhension, l'achin. Nanana. Et je vous dis, le plus souvent, c'est des environnements aussi très politiques. Donc, c'était compliqué. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, ça a été à la base une issue de secours, clairement. Je me sentais. J'ai réalisé, je me suis dit, mais en fait, ça me fait chier de prendre les transports pour retrouver les mêmes collègues. Ça me fait chier de manger avec les mêmes personnes le midi. Moi, des fois, j'ai envie d'être devant mon ordi, penser que je suis une solitaire ou une associable, pensez ce que vous voulez, mais moi, j'aime bien, en fait. J'ai pas envie d'aller boire des coups le soir. J'ai pas envie de voir mes collègues le week-end. Dans le monde de la communication, ou en tout cas dans le monde des agences que j'ai connues, les gens avaient une vie à l'agence et une vie ensemble en dehors de l'agence. Oui. Et moi, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. J'avais pas du tout envie de partir en vacances avec mes collègues. J'avais pas du tout envie de partager des soirées avec eux. Pour moi, le travail, c'était une autre entité. Donc, c'est pour ça que j'avais le sentiment d'être complètement en décalage. Donc voilà. Je comprends totalement et ça me semble, presque une évidence que d'avoir 2 vies et de les séparer, pour pouvoir bien vivre justement, parce que, Bah, en ça tout nous cas, éveille ouais, et on là s'aide. où j'ai travaillé, tout était entremêlé, en fait. Ouais. Les histoires d'amour, les histoires de cul, les histoires de boulot, les histoires de poste, toutes les histoires des fans, tout était entremêlé, tout le monde savait tout sur tout le monde. Et quand tu rentrais pas dans cet état d'esprit, t'étais pas dans la famille. Et quand t'es pas dans la famille, du coup, tu compenses avec énormément de travail. Donc, on charge énormément ton dos, la mule. Et moi, je sais que j'ai une capacité quand même de travail qui est assez élevée. J'ai un coffre énergétique qui est quand même bien costaud. Mais comme n'importe qui, je suis une humaine, je suis pas une machine. Et au bout d'un moment, je pense qu'il y a eu un burn-out émotionnel aussi qui s'est fait parce que je vivais des choses dans ma vie privée qui faisaient que je me sentais pas du tout heureuse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat s'est présenté comme une issue de secours. Et Ouais. ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, tu résistes puisque tu as une charge de travail importante. On peut te charger de travail jusqu'à un moment donné où ça ira plus mais tu es quand même dans un poste qui, sur le papier, te convient puisque tu le prends, te tu épanoui peut-être dans une autre vie, enfin à Londres ou et comment à un moment tu te dis: «OK, c'est tout, j'arrête, l'entrepreneuriat m'appelle». Ouais. Comment a été ce déclic-là? Parce que c'est facile à dire, enfin c'est facile à dire. Moi je le dis aussi des fois, j'en ai marre de mon travail, j'ai envie de partir, mais je le fais pas. Et Parce que t'es pourtant pas j'aimerais. arrivé au point de non-retour. Et comment tu le sais que tu es au point de Et le retour? point de non-retour, c'est si tu veux, il y a eu le burn-out et puis après, j'ai vécu dans une autre agence un harcèlement moral. Ouais, d'accord. Et le harcèlement moral s'est traduit après par un rapport de force avec mon employeur qui a fait qu'à la fin, il m'a proposé un licenciement. Il n'y a eu aucun problème. Enfin, moi, je me suis dit, très bien, Un je soulagement casse. peut-être même, à ce moment-là Et, quand tu le proposes, non? alors, c'était proposé, je ne vais pas rentrer dans les Oui, détails bien sûr. là-dessus. C'était pas vraiment proposé, elle m'a licenciée et de façon assez injuste. Donc bon, voilà. Mais ce que j'ai retiré, c'est que peu importe l'environnement, finalement, la manière dont on traitait, en tout cas à l'époque, les créatifs,
ne me convenait pas et que moi j'avais besoin de plus de travail main dans la main, comme j'avais connu finalement à Londres, un management beaucoup plus horizontal, un respect de l'humain et de la qualité de vie au travail aussi, et que ça soit pas du bullshit. J'avais besoin aussi de beaucoup plus de flexibilité, ce que les gens ont aujourd'hui avec le télétravail. Voilà. Voilà. Je pense que si j'avais eu ça, je serais peut-être encore restée un petit peu, peut-être en tout cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat parce que au bout d'un moment, en fait, j'étais dégoûtée du salariat. Je me dis, mais vas-y, garde-le toi ton CDI, j'en veux pas, quoi. Et j'ai pas besoin de ça pour briller. Et c'est bon. Enfin, je veux dire, j'ai suffisamment d'expérience aujourd'hui pour gérer mes propres clients. Ce qui était vrai et faux, hein. Je veux dire, j'avais que 8 ans d'expérience, donc c'était pas non plus, voilà, c'était pas. Mais j'avais tellement envie de me barrer que je me suis dit, c'est bon, ça le fera. C'est top. Ça le fera et puis je ferai en sorte que ça le fera, en fait. Et a priori, ça le fait, hein, là, pour l'instant, on est bien. J'ai une phrase qui m'a marqué, dans ton livre, parce qu'on est beaucoup, on est nombreux à faire ça pour rentrer dans le moule, alors je l'ai pas noté comme tel, mais tu maquillais ton histoire pour rentrer, finalement dans le moule, pour te fondre dans la masse. Hem Alors moi, je le fais pas dans mon entreprise. Je suis pas forcément apprécié, à tous les niveaux. En fait, je rends pas indifférent. Soit je suis apprécié, soit je suis détesté. J'adore les 2 cas d'ailleurs, hein. J'aime, qu'on ait un sentiment, envers moi, bon ou mauvais, mais ça veut dire je n'aime pas l'ignorance. Donc je préfère être détesté qu'ignoré. C'est bizarre, hein, psychologiquement, peut-être qu'il faudrait que je consulte, mais en tout cas, j'aime beaucoup ne pas lisser mon image. Mais il y en a beaucoup qui le font, et toi, tu le dis, est-ce que ça t'a, c'est aussi ça qui a failli te rendre complètement, invisible, disparaître du groupe, comme ils te disent, ils te mettent de côté, il faut absolument que tu leur ressembles pour être comme eux et pour pouvoir travailler avec eux, et ça a partie de J'aimerais juste clarifier là-dessus parce que en fait, quand j'ai parlé de lisser mon histoire, c'était quand je suis sortie du salariat, d'accord. en fait. Et quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, je voulais pas raconter mes mésaventures salariales. J'avais honte. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas su m'adapter aux agences parisiennes. C'est moi le problème. Je suis une fille difficile avec qui il est compliqué de travailler. Enfin, je m'étais raconté Gérard m'avait raconté plein d'histoires. Et du coup, ça avait créé un sentiment de honte qui avait fait que j'avais simplifié mon histoire. La fille est rentrée de Londres, elle a travaillé en agence, maintenant il est temps de prendre son envol. Bon voilà, raccourci clavier quoi. C'est Donc voilà, j'avais lissé, je racontais pas les circonstances, ni le pourquoi, ni machin, je simplifiais comme n'importe qui finalement, n'importe quelle personne qui cherche, moi je cherchais des clients, une personne qui cherche du travail et qui a été licenciée, parfois elle peut être un peu en mode, moi j'ai perdu mon travail, comment je vais justifier le trou dans mon CV. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent comment je peux raconter l'histoire. Voilà comment on va la raconter. Mais j'aime pas le mensonge. Je prône l'authenticité. Et aujourd'hui, je m'aperçois que en fait, lycée ne sert à rien. Ça vous met mal à l'aise dans tous les cas. Donc, vous passez d'un sentiment de honte à un sentiment de gêne, ce qui est pas mieux en fait. Donc voilà. Et et c'était ça en fait, de toute façon sur la honte, rien ne pousse, hein, donc voilà. Et c'est ça qui en fait, c'est ce que j'ai ressenti moi quand je suis sortie du salariat. C'était bon, en fait mon histoire elle est pas glam. Si je raconte que j'ai, subi un harcèlement moral, que j'ai pas supporté la charge de travail dans l'autre agence et que j'ai fait un burn-out, mais qui va vouloir, s'ils sont tous comme ça, s'ils traitent tous comme ça leurs salariés, ils vont se reconnaître. Et ils vont me reconnaître comme moi, comme le vilain petit canard. Jamais ils m'embaucheront. Jamais ils me prendront. Même en tant que freelance. Jamais. Donc, il faut que je raconte quelque chose de plus simple. Pas faux, mais plus simple. Voilà. Et tu le dis aussi, quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tu arrives avec des valises quasiment vides. Alors tu le dis, je n'avais que 8 ans, d'expérience, heu, quasiment vide. Pas tant que ça finalement. Quel était, au moment où tu t'es lancé, puisque à un moment tu quittes le salariat pour, te lancer, mais
as eu des peurs pour te lancer? Enfin, c'est pas simple psychologiquement de se dire: «OK, je n'ai plus mon CDI, j'ai plus l'argent qui tombe tous les fins de mois, ou tous les débuts de mois pour vivre ma vie d'avant». Est-ce que tu as eu des peurs à ce moment-là? Est-ce que elles étaient financières ou est-ce que, tu avais des peurs du jugement des autres justement? Alors, faut savoir que, il y a plusieurs choses. Dans ma tête, pour moi, 8 ans d'expérience, c'était pas énorme parce qu'en fait, quand vous êtes dans une carrière de designer et de directeur artistique, 8 ans, en fait, à l'échelle d'une carrière, c'est pas énorme. Vous voyez? On vous reconnaît, on va dire expert, quand vous avez 10-12 ans d'expérience. Donc et avant ça, vous êtes encore, pas des juniors, mais des gens qui sont encore vachement dans l'apprentissage, qui peuvent pas encore complètement gérer des clients seuls. Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend le mot expert sur des personnes qui se sont formées en 6 mois. Donc, c'est sûr que le rapport de valeur à l'apprentissage, il est un peu différent. Mais en tout cas, moi, dans le monde du design et à cette époque, 8 ans, c'était pas ouf. Enfin, c'était pas c'était une belle expérience. Je veux dire, en plus, j'avais voyagé, tout ça, je m'étais testée à d'autres, plusieurs écoles, enfin, plusieurs agences. Maintenant, 8 ans, c'était une bonne expérience. On peut te charger des choses, enfin, voilà, mais t'es pas complètement lâché. Hein. Donc, et puis, j'ai travaillé dans des grosses agences où c'était très, très hiérarchisé. Donc, avant d'arriver au top, top, top management, il s'en passe des années. Tu vois, donc, dans ma tête, bon, voilà, 8 ans, c'était relatif. Ensuite, oui, j'avais des craintes financières, bien sûr. Bien sûr, j'avais un prêt, j'avais des craintes financières. Je savais même pas comment aller chercher des clients. Comment on fait? Alors, dans le design, les clients, enfin, au début, ben, le premier réflexe du freelance, c'est de travailler pour d'autres agences en sous-traitance. Donc, ça se fait beaucoup. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Je travaillais pour des agences de design et je facturais à la journée. Donc, tu as un prix jour qui augmente d'année en année, ou si tu es reconnu un peu plus d'année en année, si tu as des prix, tout ça. Et puis bon, voilà, j'étais au chômage, donc j'avais quand même un petit temps avant de commencer vraiment à mettre dans la tête que j'étais là pour durer dans l'entrepreneuriat. Mais au début, j'avais pas l'état d'esprit en me disant ah, je veux rester comme ça des années, c'est ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, c'est une conviction, mais ça ne l'a pas été au départ et c'était pas une évidence au départ. Enfin, je t'ai dit, hein, au départ, ça a été une conséquence. Le salaire ne me convient pas, je suis à Paris, en tout cas, le monde des agences à Paris ne me convient pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ce que j'ai accumulé comme savoir, comme connaissance et selon mes besoins aujourd'hui que j'écoute. Voilà. Ouais, et tu le dis, tu commences au début, tu t'éparpilles un petit peu, tu es généraliste, tu fais un peu tout, je crois, tu me diras si je me Au trompe? début, oui, alors que je venais du branding. Mais au début, je prenais tout. Je te faisais de l'édition, je te faisais du site internet, je te faisais, enfin, tu vois, du rapport annuel. Enfin, tu vois, je me spécialisais pas. Alors que à la base, j'avais une formation et j'avais travaillé essentiellement dans des agences de branding. Ben, j'avais tellement peur de pas avoir de clients que je disais oui à tout. Et à quel moment tu t'es dit: «Non, je vais me spécialiser, je vais enfin raconter la vraie histoire» ou sans filtre, comment tu as eu ce déclic, encore une fois, de se dire: «Stop, j'arrête de prendre le tout venant, je suis bonne dans tout, mais finalement spécialiste en rien, et je vais expliquer qui je suis» et qu'est-ce qui t'a donné cette envie de le faire? Alors, bah, en fait, au fil des années, heu t'es quand même rattrapé par ce que t'aimes. Et moi, j'aimais ça, la marque. J'ai toujours aimé ça. Donc, accepter de faire du rapport annuel parce que ben, j'avais peur de manquer, je me dis c'est dommage, c'est bien payé et tout ça. Bah, au bout d'un moment, tu commences à te concentrer sur des clients qui demandent des identités visuelles, qui demandent des images de marque, qui demandent ça et qui veulent des talents qui savent faire ça. Donc, en fait, tu commences à prendre confiance en toi au fil du temps que tu avances vers l'entrepreneuriat, que tu vois ton chiffre d'affaires aussi augmenter, ta notoriété augmenter. Évidemment, ça prend du temps. Tu n'as pas cette confiance-là au départ. Hein. C'est difficile de se dire, bon, ben voilà, voilà. En tout cas, moi, je ne l'ai pas eu au départ. Et il est arrivé un moment où j'ai commencé à raconter mon histoire telle que je l'avais vécue. Et j'ai vu qu'en fait, en étant sincère,
il se passait un truc. Les gens étaient plus touchés. Ils avaient envie encore plus de travailler avec moi. Non seulement parce que ça se passait bien et que je travaillais bien pour eux, mais parce qu'ils appréciaient aussi mon vécu et la maturité que j'en avais tirée. Et là, en fait, ça crée une connexion humaine, tout simplement. Hein. Enfin, voilà, quand vous racontez ce que vous avez vécu à Londres, pourquoi vous êtes rentré de Londres, pourquoi vous avez choisi un poste à Paris, qu'est-ce que vous avez aimé, retenu, pas aimé, et comment les choses se sont passées, et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. En fait, les gens s'intéressent vachement plus qu'on pense, parce qu'ils sont curieux, parce que parfois eux-mêmes ne sont pas bien dans leur poste, donc ils sont curieux de savoir comment cette personne vit. Et puis, le salarié, parfois, par définition, il a une espèce d'admiration pour l'entrepreneur ou l'indépendant parce qu'il s'imagine que, en fait, déjà, bon, c'est pas qu'il s'imagine, c'est vrai que c'est pas facile, hein, je veux dire. C'est une réalité qui est pas facile. Personne garantit de ses revenus. Et donc, quand on est sincère avec ses clients qui sont salariés, en fait, il y a, oui, il y a quelque chose qui se crée. Il y a une espèce de lien de vérité qui se crée et en fait, les gens sont beaucoup plus dans l'accueil qu'on ne pense. Et là, j'ai commencé à en parler de manière beaucoup plus décomplexée. Et ensuite, encore moins décomplexée puisque j'ai fait du personal branding par la suite. Mais là, je parle de juste avant le personal branding, je commençais déjà à parler de qui j'étais, ce que j'avais vraiment vécu, ce que j'avais pas aimé, ce qui était pas bon pour moi et ce que je recherchais. Et là, en fait, la sincérité, l'authenticité, quand elle n'est pas dans le jugement, quand elle n'est pas biaisée par toutes ces choses-là qui font que on voit pas l'autre, en fait, ça laisse la place, l'espace à l'interlocuteur déjà de se projeter et de se dire ah ben j'aime bien cette personne. En tout cas, il y a un truc que j'apprécie chez elle. Je pense que c'est son empathie ou son vécu, je sais pas. Il y a un truc qui se crée à ce niveau-là. Ouais, et même pour toi, dans le livre, tu racontes que finalement se raconter, c'est se réparer. Ça permet un petit peu déjà de te reconstruire en tout cas, de Ouais. trouver ta voix, ta marque et le branding personnel, finalement tu te l'inventes. Tu sais peut-être pas que ça existe à ce moment-là, peut-être que le terme n'existait même pas au moment où tu le Non, et ça et existe ça a toujours existé, je veux dire, le loup, il nous a pas attendus, hein, oui, bien sûr. tu vois? Non, c'est juste qu'on en parlait moins, on en parlait moins. Aujourd'hui, c'est un terme tellement, je veux dire, exprimé partout que enfin, voilà. Mais en tout cas, la démarche, elle a toujours existé. Elle a tou enfin, ouais. Et c'est intéressant, hein, c'est intéressant parce que c'est un parcours qu'on a pour beaucoup de monde, du mal à faire. J'ai eu beaucoup de mal à le faire, à admettre mes blessures, mes erreurs, mes problématiques, enfin tous tu sais, mes petits problèmes dans l'entreprise ou les parcours de vie qui sont parfois pas toujours linéaires. Et moi le premier, mais il y en a des millions comme moi, des milliards, enfin peut-être la totalité de la planète, je ne sais pas, qui ont du mal à le faire. Et quand on le fait, on voit que les autres autour de nous s'intéresse à nous, commence à se dire: «Ah finalement il est bien ou il est pas comme on pensait, renfermé, mis dans son coin» et on donne cette dimension humaine comme tu le dis, où les gens commencent à voir des points communs avec nous et moi je trouve ça génial. Ça peut être un des conseils qu'on peut donner à ceux qui ont des doutes sur leur vie. J'ai lu aussi dans ton livre à un moment, qu'en fait finalement on a tous des histoires banales, mais que notre histoire, elle est propre à nous et c'est ce qui nous permet de nous différencier des autres et en la mettant en avant, en l'expliquant, en l'analysant, ça nous permet justement d'être différents, de ne pas être un simple copier-coller d'une personne qu'on apprécie. Moi, j'ai trouvé cette partie-là hyper intéressante de pouvoir raconter son histoire, c'est ce que tu dis, dans le livre. Heu, je sais pas à quel moment, et on va revenir sur le livre là parce que justement, je sais pas à quel moment tu te dis, «J'ai assez de parcours, j'ai assez de choses, j'ai assez de recul sur moi pour tout coucher sur le papier et créer ce fameux Gérard justement». Comment on en arrive à toute ton expérience, tout ce que tu as vu, vécu, entendu, fait et puis à un moment tu dis: «OK, maintenant je vais le mettre sur le papier, je vais le vendre». Enfin, je sais pas si c'était d'abord l'idée d'ailleurs? Alors en fait, il faut savoir que, avant le livre, moi ça fait 5 ans, et depuis la création de mon activité en personal branding que je crée du contenu écrit.
où en fait, je me suis découverte une plume, que j'étais obsédée. Quand je parle d'obsédée, je suis obsédée par ce que je fais. Je pense que c'est important. Tu me dis d'où ça vient ce livre. Ben, ça vient d'une obsession en fait. Et quand tu es obsédé par quelque chose, peu importe, hein, l'obsession, ça peut être une histoire professionnelle, une histoire d'amour, un propos, un sujet. Tu y penses tout le temps, mais genre tout le temps, et tu notes tout le temps des choses. Et moi, j'étais vraiment obsédée. Quand je me suis, c'est fascinant en fait. On Quand je parle de personal branding, les gens imaginent du narcissisme. Moi, je vois pas ça, en fait. Je vois de la connaissance de soi, je vois de l'émancipation, je vois de l'affirmation, je vois en finir avec tout le bullshit qu'on a en soi, enfin, et qui nous freine et qui nous diminue, et ce qui est finalement une vraie preuve de narcissisme, cette timidité, enfin voilà, qui est trop envahissante, en fait, finalement, cette prétention qui se veut, enfin, qui se déguise en humilité. Enfin, enfin, et moi, je voyais pas du tout ça. Je voyais d'autres choses. Et donc, j'ai commencé à en parler beaucoup dans mes contenus, dans mes conférences. Je commençais à prendre la parole là-dessus. Et ça a duré pendant des années, enfin, pendant 5 ans. Et en fait, ça a donné lieu à des contenus, puis une newsletter. Entre-temps, Gérard est né il y a 3 ans. Et Gérard est né lors d'une séance de coaching il y a 3 ans, en 2022. Et donc, j'ai incorporé Gérard dans ma communication tout le long depuis. Et à un moment donné, ça faisait un moment que je voulais faire un livre, mais j'avais pas encore rassemblé tous les. C'était très confus, diffus, touffu. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire comme le personal branding comme un outil de confiance en soi, finalement. Et ça a pris une tournure un petit peu plus stratégique parce que au-delà de la confiance en soi, il faut que ça soit le personal branding, on le fait aussi, surtout pour aider son projet, hein, pour trouver des clients, des plus d'opportunités. Et puis j'ai mis ça sur papier, j'ai commencé à structurer un plan et puis à faire une note d'intention, à préparer un dossier, à l'envoyer à des maisons. Enfin, j'ai fait le taf. Mais à la base, c'était une série de contenus. Et ce que vous lisez dans le livre, il y a beaucoup d'extraits de certaines newsletters, de certains contenus, de certaines choses que j'ai pu dire en coaching, d'anecdotes personnelles évidemment qui viennent de moi, et que j'avais jamais racontées. Mais en tout cas, il y a énormément de choses en fait, que j'avais déjà écrites et que j'ai réassemblées et que maintenant je livre à tout le monde en fait. Voilà. Ouais. Donc ouais, finalement, alors j'ai plein d'invités, plusieurs invités. J'ai Anissa par exemple, ou encore Adeline qui me disait ton parcours, ton vécu, il est important pour ton futur. Tout ce que tu as vécu, tu le couches sur le papier, tu l'analyses et puis ça va te servir un jour. C'est clairement ce que tu viens de me dire. Tout ce que tu as fait, produit, vécu, tu l'as noté, tu l'as documenté pour un jour tout rassembler sur ce livre. Encore une fois, ceux qui nous écoutent, s'ils sont là, allez l'acheter, hein. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission de toute façon, mais j'ai peur, mais j'y vais. Il rassemble, on voit qu'il rassemble beaucoup d'éléments que tu as produits, des réflexions intenses que j'aime beaucoup. Je vais revenir sur ce Gérard parce que Gérard, je le trouve sympa. Enfin, non, mais mais oui quand Le nom même. est sympa. Voilà, il est sympa Gérard. Mais est-ce que tu peux nous dire qui il est et pourquoi Gérard? C'est ton oncle que t'aimes pas? Qui est-il? Alors, Gérard, en fait, pour moi, c'était une manière de personnifier le mental et d'aider ma cliente à ce moment-là, à ce moment T, de comprendre qu'elle n'était pas ses pensées, que son cerveau raconte plein de choses toute la journée et que son cerveau ne lui indique pas toujours, en fait, les bonnes choses par rapport à ce qu'elle a envie, elle. La première fonction du cerveau, c'est de se protéger, de te mettre en sécurité. Donc à partir de là, il va te garder tout le temps en sécurité et te donnera tout le temps les bonnes raisons de te mettre en sécurité. Ça, c'est pas moi, hein, c'est juste de la science. Et moi, en fait, pour l'aider, c'est très difficile intellectuellement de le comprendre. Enfin, on peut le comprendre intellectuellement, de l'intégrer, c'est plus compliqué. Parce on a toujours tendance à se dire qu'on a raison avec nous-mêmes, qu'on s'écoute et qu'on fait les bons choix. Mais le bon choix par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on aime ou par rapport à ce qu'on craint, en fait. Et en fait, Gérard, pour moi, c'était une bonne manière de lui dire, attends, il y a un individu, il y a une entité dans ta tête
qui décide pour toi. Tu penses être le boss, tu l'es pas. Donc à chaque fois que tu recules sur quelque chose, c'est pas toi qui as décidé, c'est Gérard. Et je te parle pas d'instinct là, je te parle juste de peur illusoire, de peur liée à ton ego. Hein, on parle pas que de te mettre en danger. Hein. Je te dis pas de traverser une autoroute où il y a plein de passages. Je te parle là évidemment c'est de la peur et c'est de la survie et c'est de l'instinct de survie. Maintenant de dire oui à une conférence parce qu'on t'a invité et qu'on pense que tu es compétente et finalement tu te dis ouais mais je sais pas et t'inventer une histoire toute différente parce que simplement derrière tu as la flip, ça c'est du Gérard. Parce que tu penses que tu vas pas être à la hauteur, donc tu ne préfères pas te confronter à l'échec ou au rejet ou à l'humiliation ou voilà. OK. Donc pour moi Gérard, c'est sorti c'était une façon de faciliter, de vulgariser le mental. En séance d'accompagnement. Pourquoi Gérard? En fait, c'est le prénom qui m'est venu parce que effectivement, c'est un de mes oncles. Pas forcément que j'aime pas d'ailleurs. Hein, c'est juste un de mes oncles qui a pas forcément bonne presse dans ma famille, mais moi j'ai rien avec Gérard, donc voilà, soyons très très clairs. D'ailleurs, on s'en fiche. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est le prénom qui m'est venu. À ce moment-là, et je l'ai trouvé plutôt sympathique. Et puis quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, ça a commencé à bien réagir. Oh, Gérard, Gérard. Bon, voilà, c'était un prénom un peu ancien. Voilà. Donc, Ça marche. Ça marche. ça, c'est tout. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, je disais, parce qu'en fait, personnaliser nos peurs, finalement, ça nous permet de les affronter plus facilement. Personnifié, ouais. Personnifier, oui, pardon. Personnifier nos peurs nous permettent de les affronter et moi, je trouve ça intéressant. Ça nous permet d'avoir un peu de recul, d'imaginer, ce qui est dur, pas dur et ce qui est vraiment compliqué, voire, impossible. C'est lui qui les porte et si on discute avec lui, peut-être qu'on peut, voir que, il nous protège. OK, ça nous protège, on risque rien, mais on n'avance pas finalement, voire on recule. Bah, c'est ça. Ouais, Donc, c'est ouais, ça. hyper Et puis, intéressant. il viendra toujours alimenter ce que toi, tu as pris l'habitude de penser sur toi. Si tu me dis, je suis un pauvre naze, je sais pas faire ça, et il y a des gens tellement meilleurs que moi, et ben Gérard, il va se concentrer là-dessus. Parce qu'il t'as tellement eu l'habitude, cette narrative c'est tellement répété dans ta tête pendant des années que ça sera un raccourci pour lui d'activer ces pensées-là. Ouais et Et tu vois, j'ai donc, exactement ce sentiment-là, moi, enfin je le combats, je combats mon Gérard à moi, on discute souvent entre nous. Tu vois, j'ai lancé ce podcast, Renacast en début d'année et je me suis dit au début: «Mais en fait, je suis pas forcément légitime. Je sais pas faire, je ne sais pas interviewer des gens, je ne sais pas parler aux gens, enfin je ne sais pas parler». J'aime papoter, mais c'est difficile pour moi d'aller chercher des éléments et lui me disait tout le temps: «Non, ça ne marchera pas. De toute façon, ça ne plaira à personne» et à un moment, il a fallu que je l'affronte et je le connaissais pas encore. Le Gérard, j'avais pas encore acheté le livre, mais maintenant que je le connais, je sais qu'il était là. Il était sur mon épaule en train de me dire: «Ouais, mais qui tu es, en fait? Qui tu es pour faire ça?» Et il y en a qui sont tellement plus légitimes que toi, ce que tu nous disais, que finalement, ça sert à rien. Tu perds ton temps, tu vas faire perdre ton temps aux personnes autour de toi et aujourd'hui, 6-7 mois plus tard, parce que c'est très récent comme podcast, mais 6-7 mois plus tard, en fait, il y a des gens qui me suivent qui suivent le podcast, qui suivent pas moi, puisque j'essaye de me taire, parce que je suis très bavard, mais j'essaye de me taire dans les podcasts pour laisser la place aux invités. Mais je vois que les gens apprécient le fait que des personnes qui ont vécu quelque chose viennent le partager et ça aide, ça inspire, ça leur permet d'oser parfois. Et tu vois, j'avais mon Gérard à moi, il est toujours là hein, parce qu'il est toujours à côté de moi. Il est toujours et en en train fait, de me Gérard dire ne part pas. Hein. jamais, tu le dis dans le Gérard livre. ne s'en va pas. Gérard ne s'en va pas parce que le cerveau est là dans tous les cas pour te protéger. Donc, de danger, peu importe, que ce soit que ce podcast ne se fasse pas, que l'immeuble s'écroule. Pour lui, en fait, c'est la même chose. Ouais. Donc, en fait, à partir de là, il faut juste apprendre à le gérer et à identifier en fait, quand est-ce que c'est bénéfique de l'écouter? Est-ce que ce qu'il raconte est vrai? Hein?
Est-ce que je suis aussi honnête avec moi quand je me raconte que je vais faire perdre du temps aux gens? Finalement, est-ce que c'est pas finalement une bonne vieille excuse pour esquiver? Et c'est une stratégie de planquage parce que en fait, dans le fond, c'est pas tant ça qui m'inquiète de faire perdre du temps aux gens, mais c'est plutôt d'être ridicule et de me sentir con. Ça c'est une vraie, ça c'est une vraie pique de Gérard. Et évidemment, à partir du moment où on est vachement honnête avec nous-mêmes, on commence à se dire, en fait, c'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à moi-même. C'est entre moi et moi-même. C'est pour ça que lorsqu'on on me dit, je suis une personne timide, je n'avale jamais cette couleuvre. C'est un masque, la timidité. C'est une vraie excuse. Parce que quand vous êtes en colère, quand vous vous sentez dans des extrêmes ou en joie, soit en extrême joie ou soit en extrême colère, la timidité, ça n'existe plus. Hein. Demain, on vous vole de tout ce qu'il y a sur votre compte en banque. Comme ça, hop, ça disparaît. Vous n'allez pas être en mode timide. Non. Voilà. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est de la timidité ou c'est de la peur de paraître pas assez? C'est ça. Exact, c'est totalement ça. Alors je raconte souvent dans l'épisode que j'étais un timide maladif plus tôt, pardon, très jeune. J'allais voir ma voisine pour demander du sel. Il fallait que je passe 20 minutes à répéter dans ma tête ce que je voulais lui demander pour qu'elle me le donne, pour avoir le courage d'y aller. Mais qu'est-ce qui pouvait m'arriver finalement? Rien. Elle avait pas de sel au pire, mais jamais elle m'aurait mangé. Tu vois? De toute façon, elle avait pas de sel, elle aurait pas pu. Mais et aujourd'hui, quand on me voit dans mon quotidien, tout le monde me dit: «Mais toi, t'es pas timide?» Et là, je leur dis: «Mais j'ai fait un travail sur moi», parce qu'en fait, c'est pas une timidité, c'est que j'avais la peur du regard de l'autre, de ce qu'il pouvait me dire, ce qu'il pouvait penser de moi et finalement, aujourd'hui, je m'en Et fiche. l'émotion que tu allais ressentir à ce moment-là. C'est ça, oui, c'est ça, c'est l'émotion que je ressentais, effectivement et aujourd'hui, je m'en fiche. J'attends plus des autres qui m'apprécient pour essayer d'oser les choses et tu vois ton livre et comme je te l'ai dit, de temps en temps je le reprends, et je prends un exercice, tu vois? Il y a plein d'exemples, des exercices pratiques, tu sais en quoi? Tu as 10 mots, même pas des fois, et ces exercices pratiques, je les reprends et je me dis: «Mais ouais, comment je peux l'appliquer?» Et pour te dire, je te vole certaines infos dans mon travail où je leur donne des exercices que tu as, mis dans le livre. Alors je dis pas que c'est toi, je te vole l'information, hein, mais je leur dis: Essayez cet exercice dans votre travail, ça va être hyper intéressant. Vous allez voir vos clients, ils vous vont le percevoir différemment. Vous êtes les mêmes, mais finalement, vu que vous ne le donnez pas, vous ne leur livrez pas qui vous êtes, ils vous reconnaissent pas et du coup, ils vous apprécient beaucoup moins. Essayez. Des fois, je leur donne, un petit exercice vite fait et je trouve ça génial, c'est parsemé, hein, tout le livre est parsemé de ces exercices et je trouve ça bien. Je les ai retirés, je les ai mis, des fois, je les mets dans des mails, des choses comme ça et ça aide beaucoup. Les témoignages aussi aident beaucoup dans ton livre où on arrive à s'identifier aux personnages, aux personnes, les personnages, c'est pas des personnages, c'est des personnes que tu as rencontrées. J'aime beaucoup comment on appelle ça, la personne qui gère les immeubles, j'ai perdu le nom, tu vas me dire, qui La sait concierge. la concierge, merci, qui sait tout sur tout, qui a la meilleure storytelling possible, qui sait, c'est Ouais, génial. c'est ça. Ouais, elle est trop forte, elle sait tout, elle connaît le ton, il sait qui rentre quand, pourquoi et tu l'expliques super bien et quand on lit ça, on s'aperçoit que, bah, notre vie, c'est un peu ça, on peut y arriver, on peut faire les mêmes choses. On a des gens autour de nous qui ont la même force, la même intonation et je trouve ça génial donc j'adore. Encore une fois, je te fais, c'est pas un podcast sponsorisé, je te fais un peu de pub parce que je kiffe vraiment ton livre donc allez-y, je le mettrai en lien. À la fin, je te demanderai un autre livre à conseiller quand même, hein, parce qu'on va pas vendre que le tien, on va vendre tous ceux de tes confrères ou tes amis. Bah, j'ai toute une bibliographie. Hein, si tu vois à la fin de mon livre, Ouais, je l'ai vu. il y a voilà, et chaque semaine dans ma newsletter, je recommande, enfin chaque semaine, c'est plutôt bimensuel, je dis n'importe quoi. De manière bimensuelle, je recommande soit une conf, soit un livre. Donc je recommande de manière assez récurrente des titres. Déjà, je lis beaucoup. Oui. Et mon livre a été aussi vachement nourri par les lectures que je liste. Hein. Il n'y a pas de problème. On part un petit peu dans les conseils. Tu à un moment, tu expliques que quand quelqu'un se pense que son parcours est banal, toi, tu lui dis que son histoire est différenciante et différente de tous les autres. Comment on peut trouver, en nous des pépites? Est-ce que tu as un petit tips, une astuce, un exercice En pour, fait,
comme pour tout, en fait, faut pas rester en surface. Faut creuser. Et faut creuser au niveau de comment les gens ont vécu les choses. Si je te racontais ma vie en 2 secondes et demie, genre, bon, bah, j'ai fait mes études, je suis partie à Londres, je suis rentrée et voilà, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Ça n'a rien d'intéressant. Ça n'a rien d'intéressant. Bah, c'est pas qu'on s'ennuie, c'est que one too many, quoi, une parmi tant d'autres. Donc voilà, oui, donc du coup, ouais, bon, aucun intérêt. Par contre, si je commence à te raconter le pourquoi, si je te raconte des détails, si je commence à te raconter des anecdotes, si je te raconte des tremplins, ce qui m'a fait passer d'un épisode à un autre, tu vois. Là, alors oui, c'est plus long, mais c'est quand même plus intéressant. Et le problème des personnes qui disent « je n'ai rien d'intéressant à dire », c'est qu'elles squeezent leur histoire parce qu'elles n'ont pas envie de la raconter. Ou qu'elles ne savent pas le faire, peut-être. Aussi, mais ça s'apprend, bien sûr. Mais quand on a envie de raconter une histoire à quelqu'un, avec le cœur, regarde, un exemple. Tu te fais agresser dans la rue. Tu dois aller porter plainte au commissariat. Tu vas pas juste dire bonjour monsieur le policier, enfin l'agent de police, je sais plus comment on dit. Voilà. Monsieur l'agent, je viens de me faire agresser. Il va te demander des détails. Et là, tu vas commencer à venir soutenir le fait que tu as été agressé, qu'on doit venir rétablir la loi et la justice. Et pour ça, il va falloir raconter ton histoire. Et là, tu es prêt à tout. Tu as tellement envie que justice soit faite, qu'on retrouve cet agresseur, que tu vas dire l'heure, l'endroit, tu vas décrire le gars, tu vas dire l'ambiance, tu vas dire ce qui s'est passé. Voilà. Et là, pourquoi? Parce que tu as envie d'obtenir gain de cause. Donc, les personnes qui ne veulent pas raconter leur histoire ou ne savent pas comment, c'est qu'elles ne sont pas branchées à leur objectif. Oui. Si tu es branché à ton objectif, tu es branché à la psychologie et l'esprit de ton interlocuteur, donc de ton audience. Tu vois? Et tu as envie de communiquer ce que tu as vécu et ressenti de manière à ce que l'autre le ressente et s'y projette. Si tu n'as pas compris cette mécanique, tu te dis, mais à quoi bon, je sais pas le faire. Bah si, en fait, on sait tous raconter une histoire quand ça nous arrange. Ouais, c'est ça, il faut la vivre, faut la raconter comme elle. Exactement, faut l'incarner. C'est ça. Mais c'est intéressant. Et toi, tu accompagnes les gens pour réussir à incarner ça en one-to-one ou en conférence ou de choses comme ça? Ah bah bien sûr. Bah, Nicolas, tu savais pas ce que je faisais dans la vie? Si, je le sais, mais je l'ai pas dit. Bien sûr, si, j'accompagne les entrepreneurs, j'accompagne les cadres aussi, les dirigeants. On travaille à la fois sur leur storytelling, mais pas uniquement. On va travailler sur leur LinkedIn, leur image de marque, leur posture, leur discours, leur communication, réseaux sociaux, personal branding. Enfin, oui, bien sûr, tout est global. Et là, on va ramener quelque chose de beaucoup plus authentique que juste de je sais pas le faire. Si tu sais pas le faire, c'est qu'il y a un blocage. Parce que naturellement, un enfant de 5 ans sait te raconter une histoire. Ouais, mais eux, ils ont pas ce blocage, ils ont pas ces Ils n'ont freins. pas ces blocages. Ils ont pas eu C'est pas une question de savoir ou pas savoir, c'est ça que je veux dire. Parce qu'à 5 ans, on sait pas, mais on raconte et on n'a pas peur du regard des autres à 5 ans. C'est ça. Mais du coup, c'est un défaut d'honnêteté que de dire je ne sais pas le faire. Exact. Il y a ton Gérard souvent qui nous souffre de pas nous mettre en avant, qui dit que c'est culotté, qu'on mérite pas finalement d'y être. Et puis dans le livre tout au long, il y a une phrase que je trouve hyper intéressante, c'est oser demander, c'est exister. Je crois que c'est même non, c'est pas le titre d'un chapitre, je crois pas. Mais moi, je trouve d'un paragraphe. Oui, et je trouve ça génial parce que tu vois, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Oser demander, c'est exister. Tu vois, par exemple, je ne sais pas me vendre, je ne sais pas, je peux venir vers toi, et comme tu viens de me le dire, pour que tu m'aides, que tu m'accompagnes, et c'est déjà un premier pas. Mais oser demander, c'est déjà difficile. Tu as un petit tips pour moi, pour m'aider à comprendre que j'ai besoin d'aide? Bah, en fait, demande-toi de quel type d'aide tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'écoute, tout simplement? Est-ce que tu as besoin d'aide technique? Et sans te dire, je peux le faire.
Parce que ça, c'est le premier réflexe, c'est je peux le faire seul. À quel moment tu peux aussi demander, même si tu pourrais le faire seul? Tu vois? Parce qu'on sait se faire son introspection, pour autant, il y a plein de gens qui vont voir des psys. Et si tu demandais l'avis de quelqu'un d'autre, d'un spécialiste? Ah, tu sais, t'es bon techniquement? Et si tu étais OK avec demander de l'aide pour justement enrichir techniquement ce que tu fais, tu vois? Et ne pas avoir le sentiment de déranger parce que, tu vois, peut-être que certaines personnes déjà seront très contentes de t'aider. Et puis dans tous les cas, c'est un très bon exercice pour oser déranger. Oser déranger, c'est aussi dire, bon ben voilà, j'ai quelque chose à demander, j'existe. Parce que quand on devient entrepreneur, bah, proposer son offre, c'est une demande. Est-ce que ça, j'ai vu que vous aviez ce problème-là, je vous le propose. Et quand on a passé ce cap, on commence à dire à l'autre qu'on existe en tant qu'entrepreneur et que notre offre existe Ouais. et Et qu'on il est y a un truc disponible pour le servir. effectivement, j'ai vu aussi dans un passage de ton livre où tu dis que, ben, il faut pouvoir demander et puis, on peut même demander aux plus jeunes, plus jeunes d'entre nous, qui ont une expérience différente, qui ont des outils différents, une réflexion complètement différente et en leur demandant, bah, ça nous permet, d'aller encore plus loin dans notre propre, raisonnement et j'ai trouvé ça génial, parce que, ben, souvent les anciens osent pas aller demander aux plus jeunes qui sont incompétents, qui ont que 8 ans d'ancienneté et d'expérience, mais pourtant, moi j'adore, m'entourer de plus jeunes que moi parce qu'ils m'apprennent tellement de choses différentes, des trucs auxquels je ne serais jamais allé et tu le marques, alors j'ai pas noté les pages, tout ça, je suis désolé, mais tu le marques à un moment que c'est intéressant de s'entourer, d'autres personnes et de demander justement à même des plus jeunes que nous et je trouve ça génial. Moi, c'est un tips que je donne déjà habituellement. Demande à un petit de 18 ans ou tu vas voir, même s'il n'a pas le même discours que toi, le même langage, il peut t'apporter tellement, il peut t'aider sur beaucoup de choses. Il y a encore un truc dans le livre qui revient souvent et c'est pour ça que le personal branding peut être intéressant, c'est que souvent on a des doutes, et je crois que tu dis, que le doute c'est peut-être ton coach préféré, à un moment donné. OK, je suis d'accord, pourquoi? Parce que le doute, pour beaucoup, ça les paralyse. Comment ça peut devenir un moteur du quotidien? En fait, pour moi, c'est important de distinguer l'indécision et le doute. L'indécision, c'est je me positionne pas parce que j'ai peur de prendre une mauvaise décision. Et j'ai peur des conséquences du chemin A et des conséquences du chemin B, donc je reste dans cette zone grise où il se passe rien. Voilà. Le doute, c'est je prends une décision, mais je ne suis pas sûre du tout que ça soit la bonne, mais je prends le risque. Je suis mon instinct. Et puis, j'accepte le fait d'apprendre l'échec. Si quelque chose ne marche pas comme j'avais imaginé, je vais retenir un apprentissage qui va me faire passer à une autre étape. Donc, dans le doute, je suis toujours dans le juste parce qu'en fait, dans tous les cas, j'apprends et dans tous les cas, j'avance. L'indécision, par contre, c'est je refuse de prendre position. Je refuse de ternir l'image que j'ai de moi par quelque chose qui serait très désagréable pour mon ego. Et donc, je reste dans l'indécision, dans la zone grise, et je reste un peu spectateur. Le doute, par contre, en fait, c'est génial parce qu'en fait, on sait jamais si on a raison ou tort. C'est pas le propos, en fait, c'est pas ce qu'on cherche. C'est, j'avance, je crée, j'expérimente et je grandis et je fais grandir ce que je mets en place. Donc, dans le En doute, mouvement. ouais, c'est ça. Le doute, c'est génial. C'est génial. Mais Effectivement. oui, Oui, mais tout à fait, comme tu le racontes, effectivement, je trouve génial le c'est doute. important de pas avoir de certitude, Bien en sûr. fait. D'avoir une certaine foi à se dire, bon, j'ai la foi, tout se passera bien dans tous les cas. Et même si j'ai des doutes, j'accepte de pas avoir raison, en fait. Et de vivre les conséquences de ce que je choisis de faire. Bon, là, on rentre dans des choses assez philosophiques, mais moi, je suis en tout cas très, très pro-doute. Doute et non pas indécision. Voilà. Ouais. Faites les Et choses même si vous n'êtes pas complètement sûr. Si vous sentez que c'est la chose à faire, la plus intelligente pour vous, pour la situation, et que vous avez envie surtout. Avoir envie, c'est important. Faites les choses.
Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, tu vois, je crois que c'est le 2e ou 3e enregistrement que je fais à Renacast. On me dit: «Moi, j'aime me tromper, en fait». J'aime me tromper parce que plus je me trompe, plus j'apprends. J'apprends de mes erreurs. Alors des fois, c'est difficile, hein, ça coûte cher, ça prend du temps, on perd des proches, qui n'étaient plus en adéquation avec nos idées, mais en fait, j'avance mais il avait pas formalisé il y avait pas le doute. C'était juste des erreurs, mais finalement, les 2 vont ensemble puisque tu doutes, tu peux faire des erreurs. Mais tu peux aussi réussir et je trouve ça hyper intéressant. C'était David Mescolini qui me l'avait dit. J'ai trouvé ça hyper juste et il est encore plus juste avec tes mots. Donc merci beaucoup pour ça. Je vais aimer le doute également maintenant. Euh, Ta mission, enfin je sais pas si c'est ta mission, mais en tout cas comme moi je le vois de mon point de vue, ta mission est d'aider tout à chacun à incarner leur propre singularité, leur message. Alors tu l'as dit, hein, tu fais du coaching, tu fais des enseignements, tu fais des livres, tu as énormément de choses. Quels sont, comme je le disais tout à l'heure, si tu devais donner qu'un seul livre ou qu'un seul élément, une ressource, livre, séminaire ou quoi que ce soit à donner, tu avais pas le choix. Parce que dans ton livre, il y en a beaucoup, 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 mais s'il y en avait qu'un seul que tu offrirais à tout le monde, ce serait lequel? Euh, oh, c'est dur. Il y en a quand même qui restent en tête, qui restent en tête. Euh, Il y a le livre, c'est un best-seller. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est comment ça s'appelle? Attends, je cherche. Magic. J'ai le nom en anglais. Elizabeth. Ouais, c'est ça. Alors, ça s'appelle Big Magic en anglais et ça s'appelle Comme par magie en français. Et OK. c'est par Elizabeth Gilbert qui a écrit Mange Criem. Et c'est un livre que j'ai conseillé à tous mes clients. Je l'ai adoré ce livre. Je trouve que c'est un livre qui est profond et qui parle de créativité et qui décomplète beaucoup de choses, qui t'aide à lâcher prise, en fait, à te lâcher beaucoup la grappe. Donc c'est un petit bouquin, hein, c'est pas un, c'est un poche pas très épais, mais très juste, en fait. Voilà. Eh bien, écoute, je mettrai ce livre dans les notes de l'émission aux côtés du tien. Peut-être de ta newsletter, tu me donneras le lien de ta newsletter qu'on Avec puisse s'y plaisir. inscrire Ouais. parce que ben, je vais m'y inscrire, je sais pas, non, je crois pas que j'y sois inscrit, donc je vais m'y inscrire de ce pas dès que tu me l'auras donné. Et puis, j'espère que nos auditeurs le feront également. On arrive à la dernière question. C'est presque la question qui me plaît le plus, moi. En juillet dernier, tu as été nommé parmi les 40 femmes Forbes. Je trouve ça déjà exceptionnel. 40? Il y en a que 40? On est 40, C'est ouais, fou, sur la France entière. Ouais. c'est fou. Et quand tu regardes en arrière, si tu avais la possibilité, toi, de revenir en arrière, mais très, très loin, avant même tout ça, et que tu, tombais, face à face avec toi-même, la petite Lucie, heu, qu'est-ce que tu lui dirais? Hmm. D'être moins dans l'ego. Parce que je pense que pendant longtemps, moi, mon Gérard prenait beaucoup de place. Donc voilà. Et elle se sentait pas du tout comprise. Donc, elle avait une énorme carapace. Et c'était lié à beaucoup d'insécurité. Et voilà. Et donc, d'accueillir aussi les épreuves qu'elle vit à ce moment-là, hein. On parle de il y a longtemps. Parce que c'est ça aussi qui vont la faire mûrir, grandir et comprendre mieux le monde dans lequel elle vit, en fait. Voilà, et beaucoup mieux se connaître, mieux s'aimer. Ouais. Beaucoup de choses, Ouais, beaucoup de choses. ouais. Merci Lucie. Avec plaisir. J'ai vraiment apprécié cet entretien. J'ai noté plein de choses pendant que tu parlais. J'avais déjà noté ton livre. Il y a du fluo partout. Il y a des marque-pages à peu près partout. Riche d'enseignements. Je le conseille vraiment à tous ceux qui ont envie de
de comprendre qui ils sont, comment, où aller. Donc j'ai peur, mais j'y vais. Donc je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. Merci beaucoup. Je te souhaite encore plein de belles choses, que tu sois dans les 20 femmes Forbes l'année prochaine ou la seule peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus ça. Bref, je te souhaite plein de réussite. J'espère qu'on se recroisera, je sais pas, d'ici 2 ans, où tu viendras me dire, écoute, depuis tout ce temps-là, voilà tout ce que j'ai fait et voilà où j'en suis. Et je serai très heureux de pouvoir encore échanger avec toi. Merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une Merci bonne... Nicolas, longue vie à RenaCast. Bonne chance pour tes projets aussi. C'est top. Et puis Merci. à bientôt alors. Ouais, merci. Ciao. Bye bye. Merci, au revoir. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.